Cette vidéo vous est présentée par Oli. Et un énorme crochet du gauche l'envoie au tapis. Oh là là, quel magnifique KO! Certainement le combat de l'année. Allez, je me fais un petit replay de Hagler contre Ernst. Vous vous êtes certainement reconnu dans ce magnifique jeu d'acteur. C'est dur, que c'est dur de tenir toute une Fight Night. Alors laissez-moi vous parler de Oli, la révolution des boissons énergisantes et des iced tea. Là où les boissons énergisantes classiques contiennent 27,5 g de sucre par canette, soit 5,5 morceaux, Oli c'est sans sucre. Pas de taurine non plus, arôme et colorant naturel, Oli c'est plus sain que toutes vos autres boissons énergisantes. Et pour tester les dizaines de goûts que Oli offre dans les 3 gammes énergie, iced tea et hydratation, vous pouvez commander dès maintenant les packs dégustation. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, grâce au code FightMind5, vous pouvez profiter de 5 € de réduction sur les premières commandes, et grâce au code FightMind, c'est 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Les liens sont dans la description. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo preview box anglaise sur Fight Minds. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de notre Christian solide Billy National qui combat ce week-end au centre Vidéotron à Québec. Voilà, donc on a plein de choses à dire parce que c'est le premier gros combat de sa carrière. On est très enthousiaste et on a beaucoup de choses à vous dire. Je suis accompagné comme d'hab de mon compère de toujours, Kabir, l'analyste en chef. Salut Kabir. Salut à toi Dylan, j'espère que tout le monde va bien. Gros week-end, ouais, on est content de voir cette dernière étape avant les gros fights pour Mbili, ça va être cool. Ouais, et alors on vous fait un petit, parce qu'effectivement je vous l'avais évoqué lors de la dernière vidéo, je sais même plus de quoi on parlait, peut-être sur les JO. Ouais, sur les JO. Je vous en avais parlé qu'effectivement il y avait Ortiz Junior contre Boachuk et que c'était pas, que c'était un combat qui était extrêmement intéressant sur le papier pour les fans de boxe, etc., mais qu'on n'allait pas en faire une vidéo dédiée parce que en plein mois d'août en plus où les vues baissent et tout, j'imaginais que ça allait, la vidéo allait pas être vue. Du tout, donc malheureusement des fois on est obligé de s'adapter un peu aussi. Ouais, on aurait aimé en parler. C'était un combat de dingue. On fait un débrief très rapide pour ceux qui effectivement l'ont regardé. C'était gratuit sur DAZN en plus. C'était pas un pay-per-view, ça fait du bien des fois. Combat de fou. Ouais. Honnêtement, largement dans le top 5 des combats de l'année, je pense. Oui. Bon, bah écoute, Boachuk a chèrement défendu sa peau, on va dire ça comme ça. Exactement, et comme on se disait, j'en parlais avec justement un viewer que je salue au passage. Il a fait le combat était loin d'être aussi unilatéral qu'on le croyait et il a fait une super performance. Et ouais, comme tu disais, contender pour Fight of the Year, tout simplement parce qu'il a mis Ortiz en difficulté. Il est tombé. Il a même placé un down quand même. Ouais, c'est ça, il lui a calé un down, donc 2 même. Deux Ouais. d'ailleurs. Au premier, il est tombé sur la fin. Ouais, deux, ouais. Au premier, sur la fin, et donc très gros fight. Et donc forcément, on veut voir Ortiz dans la contre peut-être Crawford. Il y a aussi Boots dans la liste, donc on se demande dans quel ordre il va les prendre. Mais ouais, ça sent le Ortiz. Ça sent peut-être le. Après, est-ce que Crawford, parce que c'était une ceinture intérimaire et tout, enfin, bon, mais effectivement, Ortiz Crawford, ce serait pas délirant. Après, pour moi, c'était clairement un draw. Ce combat. Oui. C'est pas passé loin, hein. Les cartes c'est 113-113, 114-112, 114-112. Ouais. Pour moi, avec les 2 knockdowns, c'était un draw. Bon, alors c'est pas scandaleux non plus, hein, parce que 114-112, vous voyez bien que il suffit vraiment d'un petit twist pour que ce soit pas un draw. Il suffit d'un round en fait. Mais moi, je l'avais scoré un draw. Par contre, très beau combat, vraiment, on a passé un super moment. Des bombes dans tous les sens, ils se sont donnés comme des malades. Enfin, c'était un très beau combat. Ouais, non-stop action. Et c'est vrai que même en y pensant, un rematch, ça pourrait être cool. Ouais, clairement. Pouvoir vraiment... Mais c'est juste qu'il y a tellement plus de temps. Je pense à Crawford qui a plus beaucoup de temps. C'est ça. Que je me dis, j'ai envie de le voir quand même combattre contre le haut du panier. Et Virgil en fait largement partie avec. Ah oui, mais je pense que cette performance d'Ortiz dit que Crawford est quand même un cran au-dessus. Oui. Vu ce que Crawford a fait justement contre Padrimov. Crawford a quand même plus d'armes que Boachuk et peut se permettre
enfin, prendra moins de coups et peut se permettre de gagner des rounds quand même contre Ortiz. Mais bon, pour l'instant, c'est de la spéculation. On ne sait pas quel est le prochain move de Bud. Ouais. Donc, on passe. Ceci étant dit, désolé, c'est pas le débrief du siècle, mais bon, on passe à la preview de la semaine. On a donc Christian Billy Solide qui revient après son KO contre Efron au bout de 40 secondes il y a 2 mois, qui revient. On a fait un react encore plus express que la preview qu'on vient de vous faire là. On pouvait pas dire grand chose malheureusement. C'était plus quelles sont les suites pour Christian que voilà. Donc les suites, c'est Derevyachenko. On va vous présenter Derevyachenko pour ceux qui le connaissent pas et pour ceux qui voient juste son record en se disant oh bon pas ouf le palmarès. On va vous expliquer un peu plus en détail pourquoi il est ouf son palmarès. On vous parle de la carte aussi rapidement, de la sous-carte, parce qu'il y a 2 combats qui sont... Bon, il y a un combat qui est intéressant et un autre combat, il faut le regarder quand même, mais pareil, on va vous expliquer. On commence par le combat d'Abdullah Mason peut-être. Yes. On part vers on remonte vers le main event. D'accord, ok. Abdullah Mason, un de nos favoris, un très très bon combattant qui est à l'aube de sa carrière. Il a tout juste 20 ans. Mais il a commencé, il a vraiment les 14 combats, 12 KO, mais il est ultra décisif, ultra incisif, beaucoup de puissance pour un combattant aussi jeune et avec aussi peu de maturité physique et musculaire, parce que on voit qu'il a un sacré physique, mais tu te dis, il est même pas à son prime et il arrive quand même à faire des très belles performances et des KO incroyables en début de combat. Donc là, pareil, hein, c'est un combattant qui a peu d'expérience, donc il combat essentiellement. Là, ça fait pas longtemps qu'il a commencé à 8 rounds. Donc là, même là ce week-end, il va boxer contre un combattant en 8 rounds. Donc voilà, c'est du spectacle. Donc c'est un combat à pas manquer. Il sera en milieu de carte et un nom qu'il faut surtout pas zapper et que vous entendrez dans quelques années. Donc c'est notre petit chouchou de la carte là, Abdullah Mason. Ouais. Puis on est curieux de voir sa performance face à un combattant qui a un peu plus d'expérience. Et qui est aussi assez solide, mais voilà, ça reste pas, je pense, ça reste encore du niveau rookie, on va dire. On n'est pas encore à la course au titre, c'est encore assez loin, assez loin pour lui, on va dire. Mais on est chez les légers, donc pareil, il y a du monde chez les légers. Après, il a 20 ans, donc on n'est pas à l'abri qu'il monte de catégorie dans sa carrière rapidement. Oui. Ensuite, on a donc le retour de Marmoudov. Si vous suivez la chaîne assidûment, vous savez l'opinion qu'on a de Marmoudov. Je pense que les Américains, ils appellent ça un hype job. Moi, c'est vraiment pour moi le combattant le plus surcoté de la catégorie. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Il a son dernier combat, donc c'était en mai, le 25 mai 2024, donc c'était il y a pas longtemps. Victor par KO round 2, c'était un rebond après sa défaite de décembre dernier, contre sa grosse défaite d'ailleurs contre Agit Kabayel où il avait pris un KO au 4e round, si mes souvenirs sont bons. Oui. Donc grosse défaite, mais bon, on l'avait pressenti, et moi encore une fois, ça fait des années que je dis que Marmoudov c'est surcoté dans tous les sens. Là, il affronte alors Guido Vianello, un Italien de 30 ans qui a 12-2 en carrière, 10 KO, enfin 10 victoires par KO, une défaite par KO. Ouais, et qui a perdu justement son dernier fight contre Ajagba. Voilà, c'est ça que j'allais dire, qui sort d'une défaite relativement encourageante. J'aime pas trop ça, les défaites encourageantes, mais qui sort d'une défaite encourageante contre Efe Ajagba, parce que split decision, 96-94, 94-96, 94-96. Et Ajagba, si vous le connaissez pas, il est classé dans le top 10 The Ring de la catégorie. Oui. WBC Silver, si je dis pas de bêtises, oui. Champion WBC Silver. Donc l'Italien, son dernier combat, c'est plutôt encourageant. Maintenant, Marmoudov va faire ce qu'il fait toujours. Il va avancer tout droit et avec peut-être le pire jeu de jambes de l'histoire de la catégorie. Depuis Butterbean, et puis il va avancer et mettre tout son poids dans ses coups. Bah ouais, et le truc c'est que peut-être qu'il y a 20, peut-être un peu moins de 20 ans, il aurait pu faire un peu plus son trou mais là en fait on est revenu à une boxe chez les poids lourds où la technique est quand même assez mise en avant, et en fait t'as plus que des monstres physiques. Il y a pas besoin seulement de ça pour pouvoir avoir du succès dans cette catégorie et face à des combattants qui ont un minimum de palette technique. Et quand on parle du top 10 des poids lourds, c'est vraiment le très très haut du panier.
il pourra pas faire son trou. On l'a vu, justement, ils ont voulu le mettre face à Kabayel. Et c'est là où on a eu une belle opposition de style parce que Kabayel, on le rappelle, hein, c'est un combattant qui est assez jeune, qui malheureusement n'a pas beaucoup d'opportunités parce que c'est un peu bouché dans le haut, tout en haut de la catégorie des poids lourds. Mais on en parlait lors de notre vidéo avant celle des JO. On disait que ça pouvait bouger assez vite avec toutes les perspectives qu'il y avait à la suite de la victoire de Bakolé. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, Makhmoudov, c'est un gros physique. Et malheureusement, c'est beaucoup de lacunes techniques pour un boxeur professionnel, bien sûr, on respecte, mais beaucoup de lacunes techniques qui font que contre des combattants expérimentés, ça va être compliqué. Donc là, ils veulent le remettre un peu en selle face à un adversaire qui, comme tu l'as dit, hein, a été plus que convaincant face au top niveau mondial. Mais honnêtement, c'est pas un combattant que je pense qu'il pourra rivaliser avec ne serait-ce que le top 10, voire même le top 15 des poids lourds mondiaux. Voilà, mais après il est dans il est apprécié parce que c'est peut-être du show. Enfin moi c'est pas la boxe que j'aime regarder, mais mais je crois qu'il y a un truc physique aussi, il y a le côté monstre russe, exactement, pour faire des free fights un peu, c'est ça, physiquement c'est un monstre, il y a ce côté il est très taiseux, il a ses tics là où il fait ça, enfin il y a un côté très il est facile à marketer en fait. Exactement. Il met KO tout le monde parce qu'encore une fois il affronte des boxeurs de seconde zone sans manquer de respect à personne. Et qui met des grandes patates et que ça passe. Enfin, il y a vraiment, il y a aucune élégance, il y a aucune technique, il y a pas de plus-value parce que les gens qui pensent que Wilder avait rien d'autre que son bras arrière, vraiment, parce qu'on en fait une blague, mais en vrai, Wilder, il avait quand même autre chose. Oui, bien sûr. Il était très bon en manipulation de garde, par exemple, et c'est pour ça que son bras arrière passait aussi souvent. Enfin, il y a plein de petits détails. Il avait pas un bon jeu de jambes ni rien, mais au moins, il s'en mêlait pas les jambes non plus, à ce point-là, du moins. Ouais, il croisait pas les jambes. Vraiment, moi, je l'ai vu faire des trucs, Marmoudov, je l'ai vu croiser les jambes, quoi. Ah, c'est péché, ça, à la salle. Ça paraît peut-être pas dingue pour ceux d'entre vous qui font pas de boxe ou qui et je l'ai vu croiser les jambes, c'est une folie. Bref, Marmoudov vraiment c'est moi ça fait des années que je le dis vraiment que c'est qu'il est overhype. En plus il est justement dans la même écurie Eye of the Tiger et il est entraîné par le même entraîneur que Christian et que Arthur Beterbiev. Donc il y a tout ça qui joue aussi, il y a l'aura de Marc, le coach. Enfin, en fait, je trouve qu'il est c'est surhype, c'est surcoté. Moi, j'aime vraiment pas le regarder boxer. Voilà, j'étais très content. Alors, encore, j'ai pas de haine contre la personne parce que je le connais pas, mais j'étais très content que Kabayel remette un peu les choses en place, que Kabayel rappelle un peu que en 2024, enfin dans la génération 2020 du moins, si t'étais juste une brute, tu pouvais pas survivre en tant que poids lourd. Ça marche pas. Parce que c'est pas, il y a des très gros punchers chez les poids lourds. On pense à Zhang, on pense à des mecs comme ça, Bakolé et tout, mais c'est des super techniciens. Exactement. Zhang, c'est peut-être même un des meilleurs techniciens de la KT en vrai. S'il avait plus de cardio, il serait inarrêtable. Donc on peut pas juste penser qu'avec une énorme droite, parce que vraiment il met tout son poids dans tous ses coups, c'est large, c'est machin. L'adversaire en face, comme il tombe sur des mecs de seconde zone, il a peur de prendre ses coups en fait. Donc les mecs qui sont en garde, il tape dans la garde et il essaie de les renverser en fait. Il y a même pas de, il essaie de les faire basculer. Enfin c'est Enfin moi personnellement encore une fois et Kabir vient de vous l'expliquer, mais moi c'est vrai que bon. Donc vous dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de Marmoudov, mais moi ça me dépasse complètement. Et peu importe à quel point certains commentateurs de chez RMC essayent de nous faire monter à chaque fois qu'ils combat, c'est très faible. Marmoudov techniquement, et effectivement c'est très bien pour être dans un top 30-40 parce que tu tapes comme une brute, donc au bout d'un moment tu les touches les mecs et tu les mets KO, mais contre un boxeur qui sait un tout petit peu ce qu'il fait, et on l'a vu contre Kabayel, c'est injouable. Exactement. On passe au main event. Avant, je rappelle rapidement, merci Oli de sponsoriser les vidéos. Le code FightMinds 5 € de réduction, FightMinds 10% de réduction sur toutes vos commandes suivantes. Commandez, écoutez, faites-moi confiance, commandez juste un pack dégustation. Goûtez les trucs, vous nous direz. Ça va vous permettre de tenir des Fight Nights. Et là, d'ailleurs, ce combat est au Québec, c'est retransmis sur RMC Sport. Petit Oli pour remplacer le café, c'est pas mal en vrai. Ouais. En vrai, c'est pas mal pour tenir la nuit entière. C'est vraiment. Moi, ça fait 2 jours là que je dors pas parce que bon voilà, ça fait 2 jours que je tourne au Oli, qui me tient encore éveillé et qui me tient debout, je crois. Sinon, ça fait longtemps que j'aurais perdu la tête. Donc, bref, Oli, merci à Oli sponsorisé. Essayez, en plus, ça soutient la chaîne. Et vraiment, on a testé pendant des mois et des mois, vous serez pas déçus, promis.
Ça vous permettra de tenir toute la Fight Night. Vous avez vu le petit skit en début de vidéo. On passe aux choses sérieuses. On passe à Mbili contre Derevyachenko. Alors, je vous présente très rapidement Sergei Derevyachenko parce que vous vous dites, dis donc, c'est bizarre. Depuis que le combat a été annoncé, je vois tout le monde qui s'excite sur Twitter, sur YouTube et tout. Je vois Dylan et Kabir qui nous disent que c'est vraiment le premier gros combat d'Mbili. Bon, ok, le gars est en 15-5. Il a 38 ans, il est en 15-5. Pas dingue. Bon, alors, je me suis refait une petite liste quand même, mais en carrière amateur, il est en 390-20. Bon, voilà, ça c'est déjà... voilà. Son dernier combat, c'était en avril 2024 contre Von Alexander, donc c'est un adversaire commun avec Christian Mbili. Von Alexander, c'est l'adversaire qu'il avait affronté... Alors, je sais plus si c'est 2021 ou 2022, mais qu'il avait affronté à Nantes, Christian, lors de son combat un peu retour à la maison. Okay. Son dernier combat en France. Moi, j'y étais, c'était trop cool d'ailleurs comme soirée. Il y avait Soulé et Christian sur la même carte, ce qui est quand même... Il y avait Christé Sabé aussi. Enfin bref, c'était une belle carte. Il a 5 défaites. Derevyachenko, d'accord. Bon, il a 5 défaites. Sa première défaite, c'est en 2018 contre Daniel Jacobs. Daniel Jacobs, qui donc, c'était un combat pour la ceinture IBF, donc c'était déjà un combat pour le titre. Donc Daniel Jacobs a battu Derevyachenko et gagné ainsi la ceinture IBF. Daniel Jacobs, c'est un mec qui avait déjà combattu contre Triple G, contre Canelo. Enfin, Daniel Jacobs, c'est aussi un grand nom. Si vous connaissez pas, c'est aussi un grand nom de la catégorie. Ensuite, il a une défaite en 2019 contre Triple G, Gennady Golovkin. C'était pour le titre IBF. La décision, c'est 112-115, 112-115, 113-114. Ouais. Donc il a emmené, malgré un down au round 1 en plus, donc il a emmené Triple G à la décision. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais bon, voilà, je vous le laisse là. Ensuite, il a une défaite contre Jermell Charlo en 2020. C'était pour le titre WBC des moyens. Donc encore un combat pour le titre. Jermell Charlo avait fait du Jermell Charlo, c'est-à-dire il avait évité la confrontation toute la soirée, combat assez ennuyant. Il perd contre Adames sur décision partagée. Adames aussi qui est un très très gros combattant, on vous en a déjà parlé. Ouais. Et il perd en 2023, c'est sa dernière défaite, contre Jaime Munguia, qui a affronté il y a pas très longtemps Monsieur Canelo Alvarez, et c'était pour le titre WBC Silver. Et pareil, 112-115, 113-114, 113-114. Et il y en a beaucoup qui l'ont vu gagner celui-là. Et j'allais dire, pour moi, il gagne le combat. Ouais. Je me suis refait cet après-midi ce combat pour être sûr quand même. Et pour moi, il le gagne. Bon, donc il y a à minima draw, mais pour moi, il le gagne quand même. Donc ça, c'est Sergei Derevyachenko, donc un mec qui a combattu 3 fois pour des titres majeurs, 1 fois pour un titre silver, qui a combattu contre les meilleurs de la catégorie si on nommait Canelo. Ouais. Il a combattu contre les meilleurs middle, super middle. Donc c'est un monstre. Il les a tous emmenés à la décision. Il les a tous bousculés. Certains combats qu'il a perdus, honnêtement, il y a un débat. Même contre Triple G, par exemple, le combat, il est difficile à scorer quand même. Mais même tenir la distance face à lui, déjà, ça ouais, relève. Déjà, c'est du sérieux parce que Triple G, il a massacré des gars assez solides et lui, il a emmené. Ouais. Et je me rappelle même, j'ai revu quelques extraits. Moi, j'ai pu voir quelques combats complets, mais j'ai pas vu le combat complet contre Golovkin. Mais contre Golovkin, je vois aussi des extraits où il le met quand même dans le rouge. T'as Golovkin qui perd un peu l'équilibre, il chancelle, il est pas compté, mais bon, il aurait pu. Voilà, et il met les combattants dans des eaux troubles et c'est vraiment un très 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 gros challenge pour Mbili. Alors en plus de ça, génération dorée ukrainienne, sur la partie boxe amateur. En plus, et puis mais il y a quand même Christian, il a un truc et moi c'est ça, je veux qu'on parle de ça et je vais te poser la question. Il y a un truc moi qui m'intéresse vraiment dans ce combat, c'est déjà alors Christian, il faut qu'il gagne, ça c'est évident. Enfin je veux dire, on va pas enfoncer des portes ouvertes. Il faut absolument que Christian gagne. S'il gagne contre un challenger aussi solide qui a affronté les meilleurs, etc. Ça positionne Christian dans comment dire, dans une autre dimension encore. Oui, là aujourd'hui, il est challenger numéro 1 dans quasiment toutes les fédés, il est challenger numéro 1 chez The Ring. Enfin, il est vraiment considéré comme le boss de la KT en dessous de Canelo. En plus, Benavidez est monté, donc là vraiment il y a plus de débat. Oui. C'est vraiment lui le patron de la KT, c'est lui qui doit affronter Canelo. Bon, encore une fois, on parlera un jour, on en parlera de façon dans le débrief. En fonction du résultat, on vous fera une vraie vidéo débrief Canelo versus Mbili. Christian, là, ce combat peut lui faire vraiment passer une étape. Parce que c'est un combat, en plus c'est son premier combat en copromotion avec Top Rank. Oui. Donc il a eu droit à sa vidéo là sur Top Rank, The Next Big Thing et tout. C'est vraiment top. Voilà. C'est un nouveau. Donc il y a des trucs à dire. Bob Arum, voilà, parlant bien de lui là, en fait
il va pas se louper, on a confiance, mais comme tu le disais, je pense que c'est ce qu'on se dit tous les deux, c'est la manière. Parce qu'il a voilà, jamais est-ce été qu'il va aller chercher le Derevyanchenko. KO? Il va aller chercher le KO, Christian, parce que c'est ce qu'il fait, c'est son style. De toute façon, c'est son style, donc il boxera pas autrement. Maintenant, effectivement, Derevyanchenko, il a pas été mis KO ni par Triple G, ni par Munguia, ni par Jacobs. Enfin, je veux dire, bon, j'allais dire ni par Charlo, heureusement, mais il y a un moment où le mec apparemment est imbattable, même quand il prend des downs, il se relève dans la seconde et il repart de plus belle et il va gratter les rounds derrière. Donc Christian va essayer d'aller chercher le KO, c'est sûr. Si Christian gagne par KO, c'est honnêtement un tremblement de terre dans la catégorie. Oui. Ça va faire de lui une star, surtout si c'est un KO highlight réel. Mais la question c'est est-ce que Christian peut gagner par KO contre Derevyanchenko? Franchement, c'est une question que je me suis posée toute la semaine parce que honnêtement, Derevyanchenko, quand on voit à la fois sur le plan du style, mais aussi, comme tu le dis, il est vraiment dur au mal et après, c'est très compliqué, je pense, je le vois pas prendre un one punch knockout, honnêtement. Non. Je le vois vraiment pas. Mais par contre, on a vu quelques failles dans l'armure parce qu'il y a aussi, faut rappeler aussi l'âge de Derevyanchenko on peut parler d'expérience, mais l'âge, ça reste aussi un critère physique. Il a 38, il est bientôt à 39 d'ailleurs. Donc c'est plus non plus le Derevyanchenko avec la résistance physique qu'il avait face à son combat contre Golovkin. Et justement, contre Munguia, il a quand même été impressionnant contre Munguia. Moi, je trouve, tu le vois pas trop vieillir, en fait. Moi, c'est un peu côté Usyk. Ouais, mais je te parlais de la résistance, tu vois, sur le plan cardio et tout. De toute façon, il démarre doucement. Il est capable de faire les 12 rounds. C'est pas un combattant qui, au 12e round, il aura la bouche ouverte. Il va être... Non. Je le vois. Il arrivera à tenir, à prendre les coups et à tenir la distance parce qu'il démarre doucement, parce qu'il a l'habitude, il a la boxe olympique, il sait comment gérer son combat, il a l'expérience, il sait gérer l'effort. En revanche, en termes de menton, je le vois pas forcément prendre un KO knockdown. C'est ce que j'aimerais, hein. Mais par contre, la faille que je pourrais identifier du côté de Derevyanchenko, c'est éventuellement les coups au corps, puisque lors de son dernier combat, il a pris un gros crochet au foie sur la dernière reprise, et c'est là où il a commencé à chanceler un peu, même s'il s'est relevé rapidement. Je me dis que Mbili, il est capable dès le début et de profiter du mode un peu diesel de Derevyanchenko pour travailler très fort au corps et essayer de le marquer, de l'user et pourquoi pas le finir sur la fin du combat par un crochet au corps, ou enfin en tout cas par une série d'attaques au corps. Il est très fort sur le travail au corps en plus, à répétition, Christian, et sur le en fait comment coincer, tu sais, il arrive à sur bien le volume en plus, il est très voilà, et puis il est très fort pour couper le ring, pour coincer, et sur le volume, enfin si vous avez déjà vu Christian combattre, vous comprenez de quoi on parle. Si vous l'avez pas vu combattre, allez regarder les vidéos, enfin tapez sur YouTube, hein, allez voir un peu ce qu'il fait. Parce que c'est un style qui est très explosif, il rentre direct, enfin encore une fois, hein, son dernier combat il a gagné par KO à la 40e seconde, premier round, et puis coup au corps en plus d'ailleurs, donc vous voyez moi je suis plutôt confiant sur ça parce que quand je vois le KO, je vois pas le KO one punch, tu vois, le one punch knockout qui est par exemple il avait fait à Mohamedi, Najib Mohamedi, tu vois, c'était un KO magnifique et je salue Najib Mohamedi. Mais ils en parlent d'ailleurs dans la vidéo de Top Rank parce que ça fait chier parce que c'est un Français en face, donc ça fait mal. Le mec bouge même plus, il tombe comme une feuille, c'est des KO qu'on voit, c'est KO. C'est des KO qu'on n'aime pas en vrai, c'est des KO qui sont beaux à regarder, enfin c'est sur le coup tu te lèves de ton siège, mais tu penses à l'adversaire, tu dis ouf pas ouf. Comme pour ceux qui l'ont pas vu, par exemple, je donne une référence, Ngannou quand il a pris le KO contre Joshua, c'est magnifique à voir, mais tout de suite on a un peu un truc dans le dos, une sorte d'effroi parce que c'est pas cool de voir un combattant dans des situations comme ça. Bref. Duran contre Ernst. Ouais, pareil, c'est plus beau KO de l'histoire, enfin plus beau et du coup plus violent KO de l'histoire. On vous fera un top 10 ou un top 100 ou un top 1000 des plus beaux KO de l'histoire de la boxe. Ça y est, c'est parti. J'ai trop envie de le faire. On le met dans notre boîte à idées qu'on a sur WhatsApp. On le met dans la boîte à idées, ça y est. Mais voilà, Derevyanchenko, assez solide, très intelligent. Donc en fait, ce sera plus un KO d'épuisement si ça arrive. Et j'aimerais que ça arrive parce que justement, si ça arrive, comme tu le dis, tremblement de terre, statement, et on pourra, même s'il est déjà inévitable, là en fait, on dira à Canelo que il esquive, comme on a dit de Canelo pour Benavidez. Il peut pas repartir, de Benavidez ou de Morel d'ailleurs. Ouais, en fait, il peut plus repartir en arrière derrière. C'est-à-dire que tu peux pas faire demi-tour une fois que t'as battu Derevyanchenko. Si tu le bats avec la manière, pas forcément sur un KO, hein, mais si tu le bats assez largement sans qu'il y ait de débat et tout. En fait, tu peux pas revenir en arrière et dire bon en fait on va boxer. Enfin, c'est pas un manque de respect pour les adversaires qu'a eu Christian avant, mais on va boxer un gars comme ça, tu vois, un gars qui est pas classé. C'était ça la stratégie, hein, quand tu suis les interviews justement du clan Billy. Il disait bon, nous on a voulu lui donner de l'activité, mais là on sait que là c'est la dernière grosse marche.
et le premier gros énorme challenge face à un gatekeeper entre guillemets, puisqu'en fait effectivement Derevyachenko, quand on regarde son palmarès de manière froide comme tu le disais, on se dit que c'est pas forcément un gros contender, mais quand on le remet en perspective avec l'adversité des combattants qu'il a eu et sa carrière en amateur, on se rend compte que c'est vraiment le combattant qu'il faut battre avec la manière pour pouvoir s'assurer d'avoir une chance pour le titre. Bah en fait, il est dans l'élite, il est pas dans le top 3 là, top 4, mais en fait, il est dans l'élite mondiale depuis longtemps en amateur, et il est dans l'élite mondiale pro depuis 6-7 ans en fait, il tourne dans l'élite mondiale ce gars, et il affronte les meilleurs du monde. Donc quand t'affrontes les meilleurs du monde, même si tu perds contre eux, mais en fait, Derevyachenko déjà il a jamais perdu par KO, mais surtout il a jamais perdu à part contre Charlo, mais encore une fois c'est le match-up du combat marchait pas, le match-up qui faisait que ça passait pas, tu vois. Mais il s'est jamais fait humilier dans un ring par les mecs de l'élite. Et là, enfin, on parle encore une fois, on parle de Triple G et compagnie. Enfin, là, on parle de l'élite, on parle des Hall of Famers, de gars qui sont des légendes absolues de la boxe. Enfin, si vous connaissez pas Triple G, allez mater sa trilogie contre Canelo. D'ailleurs, il a gagné le premier combat. Enfin, c'est un match nul, mais c'est un scandale. Voilà ce que j'allais dire. Et si vous avez DAZN, si vous n'avez pas DAZN, les liens sont dans la description pour vous abonner évidemment. Mais si vous avez DAZN, allez regarder le making of. Le making of Triple G. DAZN avait fait une série, ils en ont fait. C'est dommage qu'ils aient pas continué. Je suis un peu dégoûté en vrai. Ils avaient fait une série documentaire, ça s'appelait The Making of, et ils ont fait sur Canelo, sur Triple G et sur Joshua. Et en gros, c'est 3 épisodes à chaque fois. Ils prennent 3 combats très importants de la vie d'un boxeur et ils le projettent devant le boxeur qui est dans une pièce, dans un hangar noir, et le boxeur en fait réagit à ce qui s'est passé. Ils interviewent aussi des journalistes et tout, mais le boxeur en fait donne son ressentiment sur cet instant-là. Donc par exemple Joshua, il y a le combat contre Klitschko, il y a le combat contre Andy Ruiz, il y a le combat contre Dillian Whyte, le premier combat, enfin le seul combat contre, puisque le deuxième a été annulé en 2015 contre Dillian Whyte, qui est un combat qui est légendaire pour le titre poids lourd britannique. Triple G, ils ont fait le combat contre Canelo justement, et Canelo pareil, il y a le combat contre Mayweather, le combat contre Kovalev, etc. C'est hyper intéressant à regarder. Si vous parlez anglais, parce que ça n'a pas été traduit, allez voir celui sur Triple G, vous allez en apprendre plus sur le bonhomme si jamais vous le connaissez pas. Et allez voir ceux sur Canelo aussi, c'est hyper intéressant d'ailleurs. Ceci étant dit, effectivement, Derevyachenko, c'est un vrai client. En fait, on attend tellement. Enfin, Christian, ça fait 4 ans qu'il gueule qu'il va affronter Canelo. Donc, on attend tellement Canelo qu'au bout d'un moment, on est déçu de chaque annonce tant que c'est pas Canelo, tu vois. Mais Derevyachenko, surtout, c'est le premier combat en copromotion avec Top Rank. Donc, en fait, Christian, jusque-là, il était promu par Eye of the Tiger, qui est une boîte québécoise, qui fait des super événements, hein. Mais c'est vrai que c'est pas les boîtes qui te permettent de passer à l'étape supérieure et qui te permettent de combattre pour des titres de champion du monde. Enfin, du moins pas chez les hommes, parce que chez les femmes oui, mais pas chez les hommes. Enfin, si, mais bon, il y a plus de grind, quoi, on va dire. Ouais, c'est un peu plus difficile. Top Rank, c'est autre chose. Top Rank, c'est vraiment autre chose. Si tu veux une ceinture, voilà. Top Rank, c'est Bob Arum, c'est Bob Arum, bien sûr. Donc c'est un peu le grand Manitou depuis des années d'ailleurs, depuis plus de 50 ans. On en parlera peut-être dans les fameuses vidéos. Oui, Mohamed Ali, enfin tout ça. Exactement. Voilà, donc voilà, c'est quand même un nom important et c'est quelqu'un qui peut vite te débloquer des titres, quoi. Et qui est très bien placé. Je le dis, hein, mais qui est très bien placé à la Riyadh Season aussi, Bob Arum. Oui. Parce que pour l'avoir rencontré justement à Riyadh, il est très bien placé maintenant. Enfin, Top Rank fait partie des promoteurs les plus en vue à Riyadh et auprès du Royaume. Honnêtement, je pense que c'est le combat, suivant comment le combat se déroule. Alors, encore une fois, il faut qu'il gagne, Christian. Oui. On n'a pas de doute. On pense qu'il va gagner, mais il faut qu'il gagne quand même. Faut transformer l'essai. Ouais. Si Christian gagne, il passe en 28-0. Il est à 23 à la KO, je crois, donc 23 ou 24 KO. Enfin, il y a vraiment, il y a un statement qui est énorme parce qu'il est invaincu, parce que là, il commence à passer dans l'étape supérieure. Et en fait, là, pour l'instant, Christian, et c'est ce qu'on vous avait dit lors de son dernier combat contre Efron, on sait qu'il est excellent. On n'en doute pas une seconde. Je veux dire, on le sait, on voit son palmarès, on voit comme il roule sur ses adversaires et tout, mais on l'a pas vu contre l'élite mondiale encore. Donc, on sait qu'il est excellent, mais on sait pas encore à quel point il est excellent. Et là, ce combat-là va nous apporter des réponses à nous, les observateurs, les fans de boxe, mais va aussi apporter des réponses à tous les promoteurs, aux journalistes spécialisés qui font les classements, à tous ces trucs-là et tout. En fait, ça va être vraiment, comme dit Kabir, ça va être un statement. C'est-à-dire, il faut absolument qu'il batte Derevyachenko, et il faut qu'il le batte avec la manière. Ça va lui permettre de griller encore plus d'étapes. Oui. Et effectivement, Canelo, après, derrière, ça, on en parlera. Plus sur le récap, je pense, parce que là, c'est un peu tôt. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va pas lui porter l'œil en plus à Christian. Mais
Canelo, effectivement, il deviendra inévitable parce qu'il va devenir le mandatory dans absolument toutes les fédérations. Donc Canelo, là, qui a déjà perdu sa ceinture IBF. Donc ça c'est pareil. Est-ce que Christian peut pas combattre ce qu'il est quoi? Il est deuxième, troisième à l'IBF. IBF, il est troisième à l'IBF. Ouais. Et donc est-ce que Christian peut pas combattre pour la ceinture IBF vacante? Non, parce que la ceinture IBF vacante a déjà été remise en jeu entre le premier et le deuxième. Donc il combattra pas pour la ceinture vacante IBF. Mais du coup, est-ce que ce sera pas le mandatory pour le prochain champion IBF? Christian, il y a 2 combats d'une ceinture là, Ouais, honnêtement. Honnêtement, il a 2 combats d'une ceinture. Un an maximum, il a son title shot si tout se passe bien. Voilà. D'ailleurs, ce qui me fait penser, tant que je vous tiens, et ça, j'ai vraiment besoin que vous commentiez parce qu'on vous fait chier avec ça, mais là, j'ai vraiment besoin que vous nous disiez ce que vous en pensez. On aimerait, si jamais il y a un Français qui combat un jour, peut-être, c'est une idée comme ça. On aimerait faire un événement pour qu'on se réunisse tous, un maximum de gens, se réunir et regarder le combat ensemble. Est-ce que c'est un truc qui vous brancherait ou pas? J'en dis pas plus pour l'instant parce que c'est dans les tuyaux. Mais supposons que dans un an, par exemple, Christian combatte pour une ceinture. Est-ce que ça vous dirait, dans un lieu sympa, de se réunir avec la communauté Fight Minds fans de boxe et de regarder le combat tous ensemble à 5h du matin et de s'amuser un peu entre couilles, entre fans de boxe, plutôt que de ramener un peu le réel là, putain, plutôt que de se faire chier sur Twitter à s'engueuler toutes les 2 secondes parce que personne se comprend sur Twitter, personne n'est d'accord, d'être dans une même pièce et de débattre entre nous et d'encourager notre boxeur, notre Christian national. Dites-nous en commentaire si c'est un truc qui vous intéresserait, parce que c'est un truc dont on parle en ce moment avec Kabir, c'est un truc qu'on aimerait beaucoup organiser. Et celui qui est le plus près d'une ceinture, c'est Christian, évidemment. Il y a Souley qui est près de la ceinture aussi, mais Christian là quand même avec ce combat, il se rapproche vraiment définitivement de la ceinture. C'est l'heure de se mouiller. À toi l'honneur. Des fois, je réfléchis. Allez. Je t'ai pris de court là. Ouais, Billy gagne, sûr. Fin de combat exceptionnel. Et j'aimerais, c'est pour ça que je me mouille. Avec KO dernier, 11 ou 12 crochets au foie. Je me suis mouillé. Okay. Mais j'y crois. J'ai envie que ça se passe. Je sais pas si ça va se passer, mais. Entièrement d'accord sur la fin de combat exceptionnelle. Ouais, Mbili, KO fois 11e ou 12e. Ok. Mbili, décision unanime, moi. Ok. Ce qui est plus réaliste, hein, mais moi je suis un peu foufou. Non, mais t'as raison. Mais il va mettre beaucoup de volume, Christian, en vrai, je pense. Et il va gagner tous les rounds, ou pas loin, en vrai. Je pense que Derevyachenko va vendre chèrement sa peau. Mais en fait, Christian n'a pas forcément gagné tous les rounds. Mais comme il commence comme un diesel, à part le combat contre Munguia, étonnamment, qui a été quand même banger d'ailleurs. Hein, allez le voir. Hein, combat de fou. Hein, combat contre Munguia, Derevyachenko-Munguia, combat de dingue. Allez le voir et scorez-le pour voir si vous êtes d'accord avec les juges, quand même. Ou si vous êtes plus d'accord avec nous qu'avec les juges. Je pense que effectivement Christian va gagner tous les 3-4 premiers rounds en fait, parce que lui il commence très fort, Christian. Toujours. Ah oui. Donc il va gagner. Enfin Christian il connaît qu'une vitesse, hein, c'est devant, hein, c'est tout droit et il y a pas de ralentir. Hein. Donc je pense que Christian va gagner les 4 premiers rounds assez facilement, puisque Derevyachenko va pas forcément aller au contre ni rien. Si Derevyachenko fait du Derevyachenko, parce qu'on n'est pas à l'abri encore une fois qu'il nous fasse ce qu'il a fait contre Munguia et qu'en fait qu'il aille à la guerre soudainement, on va savoir pourquoi. Munguia était à 2 doigts de prendre un KO au 2e round. Hein. Enfin donc voilà, on verra. Je m'attends à un très beau combat, ça c'est la seule chose. C'est 2 styles, parce que Derevyachenko c'est pareil, c'est un mec qui combine beaucoup et tout, donc ça va être explosif. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de coups. Il me tarde d'avoir les stats à la fin du combat, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de coups envoyés. Mais effectivement, je vois pas Christian le mettre KO. Derevyachenko, il a quand même si effectivement il a l'âge qui vient et tout, il a quand même survécu à tout dans sa carrière. Ah donc, c'est sûr, je suis d'accord, bien sûr. Je vois mal prendre vous avez dans les commentaires aussi. Là, on va vous faire commenter plein de trucs là. Alors, ouais, commenter plein de trucs. On fait la watch party IRL, on fait qui va gagner. Ouais. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette carte qui est plutôt pas mal intéressante. C'est donc sur RMC Sport, je rappelle. Bon voilà, c'est sur RMC Sport, c'est vers 2h du matin à peu près le début de carte. Je sais pas Abdullah Mason à quelle heure il commence, mais ça doit être vers ça quoi, 2h, 3h du mat. Et Christian, main event, j'imagine, je sais pas, j'imagine 5h comme d'hab quoi. Ouais. Non, sauf quand c'est du Riyadh Season, parce que Riyadh Season c'est environ 8h le main event. 8h, mais 8h 2 jours après. C'était une crotte de nez. 8h 2 jours après. On vénère la dernière fois.
Ah, mais alors, j'attends de voir ce qu'ils vont faire à Wembley. Ah ouais, bon, on parle pas, mais non. bon. J'attends de voir ce qu'ils vont faire à Wembley parce que est-ce qu'ils vont faire parce que les derniers événements à Riyad étaient quand même plus timés, tu vois. Celui à Los Angeles était particulièrement catastrophique au niveau du timing, alors qu'ils avaient fait du vraiment bon boulot sur les derniers events, à mon avis. Depuis Fury Ngannou qui avait été catastrophique au niveau du timing. Oh, mon Dieu. Il y avait 2h20 entre le co-main et le main, enfin n'importe quoi. Depuis, c'était vachement amélioré, je trouve. C'était quand même autre chose. Tu vois, Knockout Chaos, c'était vraiment cool. Le 5 versus 5, c'était trop bien au niveau des timings. C'était une vraie soirée boxe, ça s'enchaînait et tout. Même Ring of Fire, qui avait un gros show avant et tout, c'était quand même ok. C'est-à-dire entre les combats, pardon. Entre le co-main, le show et le main, il n'y avait pas des temps de pause hyper longs entre les events. Ouais, c'était fluide comme un event classique. C'était fluide, voilà. Non, mais là, Wembley, ils ont pas intérêt, là. Wembley, Angeles, il y aura plus de bières, ils seront plus à... Non, il faut envoyer Sweet Carolina vers minuit. Je pense qu'ils sont pas prêts. Je pense qu'ils sont pas prêts aussi parce que Los Angeles, c'est une chose. L'Angleterre, c'en est une autre. Hein. Ouais, ce que j'allais dire en termes de Sweet Caroline avec 200 litres de Guinness dans le bide, c'est pas la même ambiance, l'Angleterre. Même nous, même si on prend pas de bière, on prendra du Oli. Ça va, on va être voilà. Ouais, c'est ça. Faut tenir le coup, du coup. Hein. Mais, voilà. On a fait le tour de la carte. Yes. On vous voit, dimanche ou lundi, pour le lundi, je pense, pour le récap. On vous expliquera donc tout. Et si effectivement Christian gagne, ce qu'on espère du fond du cœur, on vous fera, je pense, un vrai, on explorera les options de Christian, sachant qu'il n'y en a pas 40. Voilà, il y en a 2-3 en vrai, et dont une qui fait saliver, évidemment. Mais Canelo, en fonction de ce que fait Christian samedi, je peux vous dire que dimanche, dire que Canelo va pas forcément courir après le contrat contre Christian, je pense. Ouais. Mais ça, on en parlera effectivement pendant le récap. Merci à tous, merci à toi Kabir, évidemment. Merci à toi, merci à tous. De nous avoir éclairé de tes lumières. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On se revoit très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, ciao.